Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Bonjour tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 du Verre à moitié plein. Quel plaisir de reprendre le podcast après cette pause estivale. Pour ceux qui nous découvriraient avec cet épisode, une petite présentation s'impose. Moi c'est Elise et pour la 3e saison consécutive, je serai votre guide pour ce voyage vers un tourisme plus durable. Le Verre à moitié plein, c'est un podcast produit par la plateforme française de tourisme durable, Floqueo. Notre but, c'est d'être plus qu'une simple aventure auditive et de devenir le podcast d'information sur le tourisme de demain. Alors, un vendredi sur 2, on se retrouvera ici, enfin sur votre plateforme d'écoute préférée, on est disponible partout, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et on cherchera ensemble comment rendre le tourisme plus vertueux. Dans cette saison 3, il y aura des aventures épiques avec des explorateurs prêts à repousser les limites de la durabilité, de l'émotion en plongeant dans des destinations préservées et à protéger, des projets innovants et des réflexions qui redéfinissent notre manière de parcourir le monde. Mais aussi de l'espoir, des belles rencontres, des conseils pratiques, des récits d'aventure, des débats, des invitations au voyage. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et qu'on ressorte de chaque épisode reboosté et en ayant appris quelque chose. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura donné envie d'écouter le podcast, et vous devriez, parce que pour ce premier épisode, on reçoit un invité assez exceptionnel. Je suis ravie d'accueillir celui qui se décrit comme un explorateur de l'Hexagone, ou encore le fils caché de Stéphane Bern et Bear Grylls. Donc passons pour l'accent anglais, parce qu'aujourd'hui, c'est de la France qu'on va parler, avec Antoine Explore la France. Bonjour Elise, écoute, merci beaucoup de m'inviter sur le podcast du Verre à moitié plein. Ça me fait très plaisir d'être là et puis de répondre à tes questions. Je suis certain qu'on va avoir de très beaux sujets de discussion pendant ce podcast. Pour me présenter, je me définis comme aventurier, explorateur, aventurier, sauf que je suis un aventurier un petit peu particulier. Je ne pars pas à l'autre bout du monde pour vivre mes expéditions, mes aventures. Toutes mes aventures se passent en France. Je suis un aventurier, un baroudeur de l'Hexagone, un aventurier de département. Mes coins de prédilection ne dépassent jamais les frontières de la France. Donc j'ai commencé mes expéditions aux alentours de 2019. J'ai commencé d'abord en faisant la traversée des Alpes par le GR5. J'avais envie à ce moment-là d'entreprendre un grand voyage à pied en solitaire. Donc la traversée des Alpes, c'est un itinéraire d'un peu plus de 600 km qui traverse toutes les Alpes françaises, du sud du lac Léman, un petit village qui s'appelle Saint-Gingolph, là où est la ligne de départ, et la ligne d'arrivée, et il y en a deux, soit à Nice, soit à Menton. Et voilà, donc j'ai parcouru ces 600 km et quasiment un peu plus de 30 000 mètres de dénivelé positif et autant négatif en l'espace de 26 jours. Je suis parti tout seul, avec mon sac, ma tente, mes chaussures de marche, sans avoir jamais vraiment fait de randonnée au long cours auparavant. Je suis parti dans ce projet-là et j'ai commencé à raconter chacune de mes journées sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et un réseau social qui était tout récent encore à l'époque et qui était sur le lancement, qui s'appelle TikTok. Donc j'ai commencé à raconter toutes mes journées à ce moment-là, donc le nombre de kilomètres que je parcourais, les personnes que je rencontrais, les paysages bien sûr que je découvrais, et puis les difficultés aussi auxquelles je faisais face, et puis comment je faisais au quotidien pour me laver, pour me nourrir, etc., etc. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ça intéressait les gens quand même.
Donc j'ai continué dans cette direction-là. J'ai terminé les Alpes et puis ensuite je me suis lancé dans d'autres grandes aventures en France. Mon objectif sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, un petit peu sur YouTube également, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'immense richesse de paysages, de diversité de paysages qu'on a en France. C'est-à-dire que on est déjà le pays le plus touristique au monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des touristes du monde entier qui viennent pour visiter la France. Et si on a envie de dépaysement, d'exotisme, on n'est pas forcément obligé de prendre l'avion pour parcourir 6000, 7000, 10 000 kilomètres. Parfois, on est surpris par des petits coins qu'on ne connaît pas, juste à côté de chez nous, à quelques dizaines de kilomètres, à quelques encablures, au coin de la rue. Et voilà, c'est vraiment ça, ce message que je souhaite faire passer sur les réseaux, mettre en avant justement l'immense richesse du patrimoine naturel français. Et est-ce que toi, avant de te lancer dans tes aventures en France, tu avais déjà exploré un petit peu d'autres pays? Alors moi, j'ai voyagé également dans d'autres pays, mais ce n'étaient pas des expériences que je partageais sur les réseaux. Je partais à ce moment-là avec ma compagne et voilà, c'est des expériences qui sont aussi très formatrices. J'aime bien aussi voyager dans d'autres pays, mais c'est vrai que depuis 5 ans, en fait, la majeure partie de mes voyages se passe en France et j'ai vraiment cette vocation de faire connaître aux gens toutes les différentes régions de France, etc. Tout à l'heure, tu disais que beaucoup de Français ne se rendaient pas compte du potentiel de dépaysement qu'on pouvait avoir en France. Moi, j'ai l'impression que avant la pandémie même, voyager en France, c'était considéré comme un petit peu nul, un petit peu has-been. Et j'ai l'impression que depuis le Covid, mais bon, ça correspond à peu près au moment où je travaille dans le tourisme durable. Donc, c'est aussi que je suis amenée à côtoyer des personnes qui vont aller plutôt dans ce sens. Mais j'ai l'impression que promouvoir des voyages en France, non seulement ça se fait de plus en plus, mais surtout c'est de plus en plus vu comme quelque chose de cool. Mais évidemment, mais c'est marrant quand même les idées reçues qu'on a, nous, en tant que Français, sur notre propre pays. Encore une fois, je le rappelle, mais la France, c'est la première destination touristique au monde. C'est-à-dire que les citoyens du monde entier choisissent la France comme première destination. Et parmi ces citoyens du monde entier, seuls les Français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'habiter en France. Et ça, je trouve ça, en fait, je trouve ça particulièrement étonnant parce que il a fallu, encore une fois, enfin, comme tu viens de le dire, il a fallu une pandémie mondiale. Il a fallu qu'on reste enfermé chez nous pendant 6 mois. Et il a fallu surtout que les frontières restent fermées au premier déconfinement pour qu'on soit, entre guillemets, obligé, c'est même pas entre guillemets, pour qu'on soit obligé de voyager en France. Au premier déconfinement, on n'avait pas le choix. On était obligé de redécouvrir notre pays. Alors moi, à ce moment-là, je m'en suis rendu compte. Enfin, c'est pas que je m'en suis rendu compte, mais je me suis réjoui à ce moment-là. Moi, je me suis réjoui justement que la France et que les Français redécouvrent un petit peu ça. Mais je me suis dit, c'est quand même dingue qu'il faille passer par une pandémie, puis un confinement de 6 mois, puis une fermeture des frontières, pour que les Français se rendent compte à quel point leur pays est beau, leur pays est riche et diversifié en paysages naturels, en biodiversité, en écosystèmes et compagnie. Pour la petite anecdote, moi j'ai une émission de télévision qui est diffusée actuellement sur Canal+, qui s'appelle Antoine l'Aventure, et le but de cette émission, c'est justement de faire ce que je fais sur les réseaux, c'est-à-dire montrer aux gens la diversité des paysages de France et la possibilité de faire des aventures extraordinaires tout en restant en France. C'est une émission qui s'adresse principalement aux enfants, puisque je pense que c'est eux qui demain auront une carte à jouer justement dans la préservation du patrimoine français et de l'environnement en France. Mais cette idée d'émission, je l'ai eue en 2016, donc bien avant le Covid. J'ai commencé à faire un épisode pilote. Grâce à cet épisode pilote qui faisait 20-25 minutes, j'ai commencé à démarcher des sociétés de production. Le rôle des sociétés de production, c'est justement de faire l'intermédiaire entre un diffuseur, c'est-à-dire une chaîne de télévision, et un potentiel présentateur, c'est-à-dire moi en l'occurrence là. Et donc je démarchais ces sociétés de production, et toutes les sociétés me disaient ton programme est très bien, l'idée est originale, c'est intéressant, mais on n'est pas à la recherche de ça pour le moment. On n'est pas à la recherche de ce genre de sujet pour le moment. On était en 2016, 2017, 2018, voilà. Bien avant la traversée des Alpes que j'ai fait en 2019.
Et moi, c'était une réponse que je ne comprenais pas trop parce que pour moi, l'émission que je voulais faire, c'était quand même une émission, je dirais pas d'intérêt public, mais presque, dans le sens où c'est une émission qui allait vraiment faire découvrir aux enfants l'importance de voyager en France et l'importance de redécouvrir nos paysages. Et encore une fois, donc il a fallu le Covid pour que ça trouve preneur. Et après le déconfinement, après le Covid, après le déconfinement, je suis retourné voir les sociétés de production. Enfin, c'est même pas il m'a suffi juste d'en démarcher une seule, et ça a marché du premier coup. Au déconfinement, parce qu'il y avait des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, et encore une fois, parce qu'on ne pouvait plus voyager ailleurs qu'en France. Et c'est là où j'ai compris que c'était un marché comme un autre, un marché avec une offre et un marché avec une demande. À ce moment-là, il y avait une demande de voyage en France. Après le Covid, il y a eu une énorme demande de la part des offices du tourisme, de la part des émissions télé, des organismes de voyage, etc. Il y a eu une demande de voyage en France, et moi je suis arrivé avec une offre pile à ce moment-là, et ça a trouvé preneur. Donc tant mieux pour moi, mais quelque part je regrette un petit peu qu'il ait fallu, encore une fois, une pandémie mondiale, un confinement, un déconfinement, une fermeture de frontières pour qu'on se rende compte à quel point la France est un pays stylé. Tu parles des enfants parce que c'est cette génération qui va construire notre futur. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est si important qu'on se rende compte de la richesse de notre patrimoine ? Alors, il y a deux raisons primordiales à ça. La première, c'est une raison patrimoniale, justement. Je suis très attaché à cette notion de patrimoine naturel. Bien souvent, quand on pense au patrimoine, on imagine des vieux châteaux, des vieilles pierres, des vieilles églises, des monuments en ruine, quelque chose de pas très attirant. Le patrimoine, c'est quelque chose de vivant, et c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Le patrimoine, c'est ce qui nous relie au passé, c'est ce qui nous relie à ce qu'ont fait nos ancêtres, et c'est ce qui nous aide à nous projeter vers l'avenir. Connaître son patrimoine, c'est connaître notre passé, c'est savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Voilà. Donc ça, c'est très important, et c'est la première raison. Je souhaite que les Français se reconnectent justement à leur patrimoine, parce que c'est un ancrage, ça fait partie de notre pays, ça fait partie de notre culture, de notre civilisation. Et patrimoine quel qu'il soit historique, culinaire, naturel, culturel, etc. C'est très important de se reconnecter justement à ce qui fait l'essence d'un pays. Chaque pays a son patrimoine, et c'est très important de se reconnecter justement à ce patrimoine. Moi, en l'occurrence, c'est le patrimoine naturel que j'essaye de mettre en valeur. La deuxième raison, et pas des moindres, c'est l'enjeu environnemental, évidemment. Le fait de voyager en France, c'est l'occasion de redécouvrir son pays d'une manière plus responsable envers l'environnement. Forcément, on ne prend pas l'avion quand on voyage en France, et on redécouvre justement des aventures qui sont accessibles, avec un bilan carbone qui est bien moindre que si on partait faire une semaine en Italie, en avion, etc., etc. Donc la deuxième raison, voilà, elle est vraiment ça, c'est une raison purement environnementale, et les deux sont liés en fait. Redécouvrir le patrimoine naturel de la France, c'est s'inscrire dans une logique durable du voyage. Ouais, c'est aussi vouloir protéger un paysage qu'on va connaître. Je pense que dans la mesure où on va voir de beaux paysages, eh bien on va avoir plus tendance à vouloir les protéger que si on les avait jamais vus. Exactement. Tu fais très bien de le spécifier. Connaître et aimer son patrimoine, en tout cas le patrimoine naturel, ça nous invite justement à le protéger, et protéger le patrimoine naturel, c'est-à-dire protéger par exemple les falaises d'Étretat, les marais de Camargue, protéger les forêts des Landes, etc. Protéger tout ce patrimoine naturel-là, finalement, ça revient directement, de manière très explicite, à protéger l'environnement. Et là donc, on parle d'environnement, de paysage, mais là, je vais te poser une question que tu dois avoir l'habitude de recevoir, parce que le voyage, c'est pas que ça, c'est aussi s'ouvrir sur de nouvelles cultures, rencontrer des personnes différentes, et ça va nous permettre d'élargir nos perceptions, nos croyances sur le monde, sur nos sociétés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment voyager, et surtout aiment voyager à l'étranger. Et du coup, je me demandais, est-ce que en explorant que la France, tu avais aussi l'impression d'accéder à cette dimension-là du voyage, donc plus culturelle ? Évidemment, bien sûr, bien sûr. Alors c'est amusant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. J'imagine, ouais. Qu'on me pose souvent, et à la fois, c'est une question... alors, on me le dit pas sur le ton du reproche,
mais on me la propose un petit peu comme une faiblesse de ma philosophie de voyage. Ouais, Antoine, mais quand tu voyages en France, t'as pas l'impression de te fermer un petit peu aux autres cultures. Mais de quelle culture on parle? De quelle culture on parle? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus important d'aller découvrir une tribu amazonienne que d'aller découvrir comment un agriculteur de la Sarthe vit au quotidien? À partir du moment où on décide que aller à l'autre bout du monde pour faire des rencontres, pour voir comment les autres peuples vivent, à partir du moment où on décide que ça, c'est primordial, c'est-à-dire qu'on établit en fait une hiérarchie de rencontres des cultures. On part du principe que c'est plus important d'aller découvrir ces personnes à l'autre bout du monde que de savoir comment vivent nos voisins et nos compatriotes. C'est exactement la même chose pour les paysages. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a décidé que pour voir de l'exotisme, il fallait aller ailleurs, sans se rendre compte en fait que ces paysages exotiques, ces paysages dépaysants, on les avait déjà en France. Moi, ces personnes qui me demandent si ça me manque pas, justement, ces rencontres, si ça fait pas défaut à ma philosophie de me, entre guillemets, de me fermer, on me reproche même parfois de me fermer aux autres cultures, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit par message, mais ces personnes-là, je leur réponds très simplement, est-ce que vous savez, par exemple, comment vivent les Basques? Est-ce que vous savez comment vivent les Basques? Est-ce que vous connaissez quelques traditions, quelques chants basques? Est-ce que vous connaissez la langue basque? Et pas par ailleurs, enfin, et pas seulement qu'avec les Basques, mais est-ce que vous connaissez les Alsaciens? Est-ce que vous connaissez certaines de leurs traditions? Est-ce que vous connaissez l'histoire des Alsaciens? Est-ce que vous savez depuis combien de temps les Alsaciens sont français? La même chose avec les Corses. Et là, je parle uniquement de régions qui sont profondément enracinées dans leur propre culture, c'est-à-dire qui en sont fiers et qui essayent de la faire rayonner. Mais il y a énormément d'autres régions en France qui sont un petit peu plus discrètes, un petit peu plus effacées. Moi, je viens par exemple de Bourgogne. Je suis très attaché à ma région. Il y a un patrimoine gastronomique, culturel et linguistique très riche en Bourgogne. Ça fait belle lurette que les gens ne parlent plus bourguignon, malheureusement, à l'inverse des Bretons qui continuent de promouvoir leur langue, à l'inverse des Occitans qui continuent de promouvoir leur langue, des Provençaux, des Corses, etc. Il y a encore beaucoup de régions en France où les langues régionales sont encore très vivantes. Moi, j'aime beaucoup dire que la France, c'est un pays avec plein de petits pays à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on va voyager en France, on va non seulement découvrir des paysages, on va non seulement découvrir des monuments historiques, des sites historiques, mais on va aussi découvrir une histoire. On va aussi rencontrer des hommes et des femmes qui vivent depuis des générations dans ces régions, qui vont vous parler mieux que quelconque guide touristique de leur région, de leur attachement à leur terre, de leur attachement à leur tradition régionale. Et ça, c'est tout aussi important d'aller à la rencontre de ces personnes-là que d'aller à la rencontre des Touaregs du désert. Il n'y a pas de hiérarchie à faire dans la découverte justement de ces cultures et de ces modes de vie. Et est-ce que tu as régulièrement des retours de personnes qui te remercient de leur avoir fait se rendre compte, enfin de personnes qui ont découvert qu'il existait autant de cultures différentes en France, comme tu dis, de mini-pays? Alors j'ai beaucoup de retours de personnes qui se lancent sur les différentes expéditions que j'ai pu réaliser. Par exemple la traversée du Jura à raquettes ou celle du Vercors, ou des personnes qui vont dans les endroits que je leur ai indiqués. Beaucoup de personnes qui me demandent des idées de petites expéditions, de petits voyages à faire seul, en famille, entre amis, sur 2 jours, 3 jours, une semaine. Et effectivement, beaucoup de personnes qui me remercient de leur faire découvrir au quotidien ces coins de France. Je suis le premier heureux là-dedans parce que je connais encore une petite partie de mon pays, même si j'ai pas mal voyagé en France. Je connais qu'une petite partie de mon pays et je reste le premier spectateur en fait de mes expéditions. Je continue de découvrir chaque jour de nouveaux endroits que je connaissais pas encore en France, et à chaque fois que je fais cette nouvelle découverte, je le partage directement à ma communauté qui en est très reconnaissante, et effectivement les retours sont très très positifs. Et tu dois aussi avoir des retours positifs des personnes des régions dont tu parles qui doivent être contents et te remercier que tu aies mis en valeur comme ça leur région. Exactement, et c'est ça fait chaud au cœur. Encore une fois, ça rappelle à la question précédente, mais en France, on est encore très fiers de nos régions. C'est quelque chose de primordial. Je pense qu'il faut être profondément attaché à sa région d'origine avant d'être attaché à un pays. Comme je le disais tout à l'heure, la France, c'est un pays composé de plusieurs pays, et composé de plusieurs petits pays, quoi. Et effectivement, quand je mets en avant une région en France,
Alors c'est vraiment le cas par exemple avec les Bretons. Les Bretons, ils ont cette qualité d'être profondément attachés à la Bretagne, et à chaque fois que je vais en Bretagne, je reçois des dizaines et des dizaines de messages de Bretons qui me souhaitent la bienvenue, qui m'invitent à venir boire un verre ici ou là, etc. Et cet attachement à la région, à sa région, voilà, cet attachement à sa culture, ça c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Parce que c'est très important aujourd'hui de savoir d'où l'on vient en fait. C'est très important de se reconnecter à ses racines, se reconnecter à ses racines, c'est-à-dire à son patrimoine, à sa culture, à son histoire. C'est se reconnecter à qui l'on est vraiment en fait. Ça nous permet de savoir, qui l'on est. Moi, pendant longtemps, j'ai délaissé la Bourgogne, c'est la région qui m'a vu grandir. Je vis maintenant en région parisienne, mais pendant longtemps, j'ai délaissé un petit peu ma Bourgogne. Et à chaque fois maintenant que je reviens en Bourgogne, je me rends compte à quel point en fait c'est une région qui est immensément riche, et pour autant une région qui n'est pas très touristique, parce que c'est une région qui est assez touristique pour la viticulture, évidemment, mais c'est pas une région de prédilection pour des vacances en famille, par exemple. Alors qu'il y a des coins en Bourgogne qui sont absolument magnifiques, et qui pourraient vraiment être une destination de vacances. Donc voilà, encore une fois, oui, j'ai beaucoup de retours de mes abonnés. Ils sont très heureux quand je vais dans leur région. En plus de ça, il y a vraiment cette demande. Ils m'invitent vraiment à aller voir telle chose, à aller voir tel endroit, etc. Donc il y a quelque chose d'assez participatif. Je sais pas, comme s'il y avait toujours eu en fait cette attente, cette demande des Français de se retrouver dans quelque chose qui nous unit tous. Finalement, le patrimoine, l'attachement aux régions, l'attachement à notre culture, à nos traditions, etc. C'est quelque chose qui nous unit tous entre nous. Il y a un très beau compte qui fait ça. Alors c'est pas du tout sur le voyage ou quoi que ce soit, mais c'est un compte de mèmes, donc d'images drôles sur Instagram, qui s'appelle Mèmes décentralisés. Et justement, voilà. Alors même décentralisé, j'aimerais bien en parler très très vite fait, mais au-delà de leurs images, drôles, de leurs mèmes. Le travail de mème décentralisé, c'est justement de remettre au goût du jour et de mettre en avant la diversité de nos régions. C'est-à-dire que selon la région sur laquelle ils vont faire une blague, ils vont faire un mème, cette blague, elle va nous dire quelque chose. À chaque fois, il va y avoir un petit truc, que ce soit une habitude des habitants de la région, un mode de vie, etc. Et cette page-là, elle est très drôle. Moi, elle m'apprend parfois quelques petites choses, voilà, sur les différentes régions de France. J'ai appris des trucs aussi grâce à ce compte Instagram. Et c'est vrai d'ailleurs que dès que je vois des publications qui concernent ma région, bah de suite ça me fait plaisir, ça me fait sourire. T'es contente, exactement. Ouais, parce que ça, on se sent mis à l'honneur, on se sent mis en avant. Mais quelque part, j'aimerais bien moi savoir. Alors je suis pas du tout anthropologue, ou sociologue, mais j'aimerais bien savoir pourquoi on est si fier d'un coup quand on parle de notre région. Parce que peut-être que si on est fier, peut-être que si on attend ça, peut-être que si on est en demande de ça, eh bien peut-être que c'est parce qu'on a traversé une trop longue période pendant laquelle c'était invisibilisé, pendant laquelle on parlait pas assez de nos régions, de nos traditions, de nos cultures qui sont vraiment diversifiées en France. Peut-être qu'on a traversé cette période où effectivement on se rendait pas compte à quel point on avait de la chance d'habiter en France, dans un pays aussi diversifié, que ce soit en paysage, mais aussi en culture, en histoire, en gastronomie, etc., etc. À voir s'il y a des études qui ont été faites déjà à ce sujet. J'aimerais bien. je sais pas, mais j'aimerais bien savoir d'où nous vient cette fierté et cette demande. Bon, maintenant je te propose qu'on parle plutôt de l'aventure en elle-même, enfin plutôt de tes aventures. Ouais. Tu as descendu la Loire en canoë, il me semble. Marché 250 km sans nourriture, donc juste en te nourrissant des plantes et de ce que tu pouvais trouver dans la nature. Donc finalement des aventures qui s'apparentent à une aventure telle qu'on pourrait se l'imaginer, une aventure à la Mike Horn, dans l'Himalaya, au fin fond du bush australien. Sauf que, toi ces aventures-là, tu les fais en France. Donc je suis vraiment intéressée par ces récits de voyage-là, parce que je pense que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un, en tout cas sur les réseaux, qui promeut des aventures en France. Donc voilà, je sais pas si tu veux nous raconter une expédition en particulier. Ouais, avec plaisir. Mais en fait, c'est vrai que moi, mon objectif est vraiment de montrer l'accessibilité
de ces aventures. C'est-à-dire que je fais exprès de partir tout seul pour montrer que c'est à la portée de beaucoup d'entre nous. Ça demande pas forcément un passé d'alpiniste, un passé d'aventurier, d'aller traverser les plateaux du Larzac. Pourtant, c'est une vraie aventure en tant que telle. Sans partir à l'autre bout du monde, vous allez voyager en France. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et puis alors maintenant, c'est vrai que moi j'aime bien me donner des petits défis, parce que le but c'est que ça soit un petit peu vendeur. Le but c'est que ça interpelle les différentes personnes qui vont me suivre. Donc j'ai commencé en faisant la traversée des Alpes à pied, en n'ayant jamais fait de trek de ma vie avant. Donc un trek, c'est une randonnée sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Ensuite, j'ai fait la traversée du Jura en raquette. Donc pendant 7 jours, en plein hiver, sur 150 km. J'ai fait pareil, la traversée du Vercors en raquette. Alors ça, c'est somptueux parce que la réserve naturelle du Vercors, c'est la plus grande réserve sauvage de France. Les hauts plateaux du Vercors, c'est quasiment 3 jours à les traverser, pendant lesquels on n'a pas de réseau, il n'y a pas une route, il n'y a pas une habitation. On est vraiment livré à soi-même. Donc c'est-à-dire que ce que je veux montrer aussi par là, c'est que c'est possible de vivre de vraies grandes aventures, des aventures avec un grand A en France, dans le sens où on a encore énormément de zones qui restent protégées et qui restent très sauvages. J'ai fait également donc cette descente de Loire en canoë, en n'ayant jamais fait de canoë de ma vie avant. C'est-à-dire que un beau jour, je me suis dit, ok, en France, on a le fleuve le plus sauvage de France, la Loire, 1006 km de parcours qui traverse des dizaines de départements. Le départ au Mont-Gerbier-des-Joncs en Ardèche, l'arrivée à l'estuaire de Saint-Nazaire. Voilà, il y a 1000 km de canoë à faire, ça peut être incroyable de faire ça. Je me suis acheté un canoë, je me suis acheté tout l'équipement et je suis parti un petit peu la fleur au fusil, en Ardèche, à la source même, parce que je voulais vraiment partir de la source et arriver jusqu'à l'océan. Et donc je me retrouve un beau matin de septembre devant la source de la Loire avec un mince filet d'eau qui coule entre les pierres, entre les herbes. Donc au début je suis obligé de porter mon canoë. Et puis très vite la source s'élargit, ça devient un petit ruisseau, puis une rivière. Puis au bout d'un moment, voilà une vraie rivière. Et puis à ce moment-là, je mets mon canoë à l'eau. Mais très vite, je me rends compte que je suis obligé de descendre souvent de mon canoë, puisqu'on est en septembre, on a traversé un été très chaud, caniculaire, l'été 2020 était très chaud. Et en septembre, après l'été, il n'y a plus beaucoup d'eau dans la Loire. Ça, je ne le savais pas, parce que j'étais complètement novice là-dedans. C'est quelque chose que je ne conseillerais pas forcément aux gens de faire, ça, de se lancer tête baissée sans avoir vraiment pratiqué avant. D'autant plus que je suis passé dans des rapides où j'avais pas vraiment de maîtrise. Je me suis retrouvé un petit peu obligé de passer dedans, parce que le courant, en fait, ne nous attend pas, le courant nous emporte. Et si auparavant j'avais vu dans quoi je m'engouffrais, peut-être que j'aurais réfléchi à 2 fois. Mais effectivement, cette descente de la Loire, c'était quelque chose de très éprouvant. Alors je ne l'ai pas terminé en totalité, je me suis arrêté pour l'instant à Angers, donc après 900 km à la force des bras. Il me reste encore à peu près 100-150 km entre Angers et l'estuaire de Saint-Nazaire. C'est pas forcément la partie la plus intéressante parce que dans l'estuaire, on est obligé de cohabiter entre guillemets avec les marées. Si on pagaille en marée montante, on pagaille en fait contre le courant. Et à ce moment-là, on recule en fait. Donc on s'épuise pour rien. Donc il faut concilier avec les marées et surtout avec les paquebots en fait qui arrivent dans l'estuaire de Saint-Nazaire. Voilà, c'est pas la partie la plus attirante, on va dire, mais il y a toutes les parties les plus sauvages, c'est-à-dire les parties en Haute-Loire, où là on traverse les gorges de la Loire qui sont magnifiques. Il y a les premiers châteaux de la Loire qui nous appellent, qui sont sur les rives. Moi je me rappelle d'un soir, je descendais la Loire après une journée très chaude. J'avais fait beaucoup de pauses justement parce qu'il faisait très chaud et sur la Loire quand le soleil tape ça pardonne pas. Donc j'avais décidé de pagayer un petit peu le soir au coucher du soleil. Et c'était sur le tronçon après Orléans. Donc à ce moment-là, la Loire se dirige plein ouest. Et comme le soleil se couche à l'ouest, je voyais vraiment le soleil se coucher au bout de la Loire. Il y avait des vols d'oies sauvages qui s'envolaient juste en face de moi. J'étais tout seul avec mon canoë, il n'y avait personne ni sur les berges ni sur la Loire. Il y avait un calme, je sais pas comment on dit, mais un calme très calme qui régnait à ce moment-là. Et
Et en fait, j'étais complètement déconnecté. Je me rendais même plus compte d'où j'étais. En fait, c'était un voyage hors du temps. Juste après, j'ai planté ma tente sur les bords, sur les berges de la Loire. Je me suis fait à manger et j'ai dormi. Je crois que c'est les meilleures nuits de ma vie que j'ai passées. C'est dans une tente au bord de la Loire. Donc j'ai fait ça et puis effectivement après j'ai fait ce chemin de Saint-Guilhem. Je me suis lancé comme défi donc de parcourir 250 km à pied en solitaire parmi les régions les moins peuplées de France, donc le sud de l'Aubrac et le nord de l'Hérault, c'est-à-dire donc un départ à Aumont-Aubrac et une arrivée à Saint-Guilhem-le-Désert au nord de Montpellier. La petite difficulté que je me suis rajouté à cela, c'est de partir sans nourriture, avec pour objectif de me nourrir exclusivement de ce que la nature aurait à m'offrir. C'est-à-dire que j'avais même pas le droit d'aller chercher de la nourriture chez l'habitant. Je suis parti sans rien, avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, justement, quand même pour assaisonner ce que j'allais manger. Et le but, c'était de vivre du fruit de ma glane, du fruit de la cueillette. Donc le matin, je partais quasiment, je partais sans rien, je buvais juste un petit peu d'eau et je partais. Et le midi, en général, je me faisais des petites salades de pissenlit, des salades de trèfle, des infusions d'ortie, des soupes d'ortie, etc. Et le soir, je mangeais quelque chose d'un petit peu plus consistant. Je suis parti à l'automne 2021 et j'ai traversé donc ces régions du sud de la France où j'étais quasiment sûr de pouvoir trouver des châtaignes en chemin. Et ça, j'en ai trouvé au bout du 3e jour. Donc c'est quand même assez tard, ça a duré 10 jours, mais pendant 3 jours, j'ai quasiment mangé que des plantes, que des herbes, etc. Donc c'était assez dur. Mais le 3e jour, j'ai pu ramasser ces châtaignes. Donc j'en ai ramassé énormément. Ça s'est joué bien sûr au détriment du poids de mon sac à dos. Mais ces châtaignes, c'est la denrée qui m'a permis de finaliser cette aventure, d'aller jusqu'au bout de ces 10 jours. C'était presque de la survie. Et le but de cette expédition, c'était justement de me reconnecter à un patrimoine alimentaire qui est oublié aujourd'hui, c'est-à-dire toute la flore sauvage qui est comestible en France. Quelque chose dont on n'est pas au courant, c'est que 80% de la flore sauvage française est comestible. Et qui bien souvent est beaucoup plus nutritive. Par exemple, une salade de pissenlit, c'est bien plus nutritif, bien plus nourrissant qu'un équivalent de salade de roquette qu'on va acheter par exemple en grande surface. Alors j'ai perdu 4 kilos quand même, mais au bout du bout, ça m'a permis de me questionner un petit peu voilà, sur mon rapport à la consommation, encore une fois sur mon rapport au voyage. Tout ça, ça me fait un peu penser finalement aux aventures de Sylvain Tesson. Tout ce que tu dis sur la marche, est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire ? Énormément. Il m'inspire énormément, c'est un écrivain qui est très inspirant, un écrivain que je pourrais conseiller à toutes celles et ceux qui ont envie de déconnexion, qui ont envie de voyager, qui ont envie de nature et qui ont soif aussi de une sorte de nourriture de l'âme, je pense dont on manque cruellement aujourd'hui dans notre société, une nourriture de l'âme qui nous reconnecte à quelque chose de plus organique, à quelque chose de plus essentiel. Sylvain Tesson, il a toute une théorie de la marche, mais c'est pas le seul à penser ça. Il y avait déjà le philosophe Nietzsche qui avait déjà théorisé sur les bienfaits corporels, sur les bienfaits aussi psychologiques, mentaux. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on dit qu'il faut marcher 10 000 pas par jour. C'est la marche, c'est vraiment le premier sport qu'on peut faire qui est à la portée de presque tous pour se maintenir en forme physiquement, mais aussi à se maintenir en forme psychologiquement et mentalement. La marche, pour moi, c'est un excellent moyen de se retrouver seul, déjà. Seul face à soi-même, seul face à ses interrogations, seul face à ses émotions. Quand on marche, si toutefois on décide de marcher sans écouteurs, avec de la musique dans les oreilles et qu'on décide d'être un petit peu attentif au son de la nature qui nous entoure, et bien quand on marche seul, de cette marche seule découle le silence. Et le silence, c'est devenu un luxe aujourd'hui dans notre société qui est, je trouve, trop bruyante, qui nous sollicite beaucoup trop. C'est ce silence va amener autre chose, va amener l'introspection, c'est-à-dire cette capacité à regarder au plus profond de nous-mêmes, à nous questionner, à nous redécouvrir. Ça me permet de savoir qui je suis, ça me permet de mieux gérer mes émotions, ça me permet de mieux gérer mon stress et d'être en paix avec soi-même. Il y a quelque chose de très méditatif. Si j'étais médecin, je pense que je pourrais prescrire de la marche à des personnes qui souffrent autant mentalement que physiquement. La marche, pour moi, c'est le premier remède. Et j'irais même plus loin.
j'irais même, alors ça je m'amuse un peu en disant ça, mais j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui les personnes, enfin la plupart d'entre nous, on ne sait plus marcher. C'est-à-dire qu'on sait marcher en fait pour se dépasser d'un point A à un point B, mais marcher pour en faire une activité centrale de notre journée, marcher pour ne faire que ça, marcher pour ne faire que marcher, on ne sait plus trop le faire aujourd'hui. Et ce que j'ai redécouvert, moi, dans mes treks, dans mes expéditions, c'est qu'il y a une vraie technique de marche. Et là, je parle quelque chose, on quitte l'ordre du philosophique et du psychique, mais il y a une vraie technique physique. La marche, c'est quelque chose vraiment qui se réapprend. C'est un sport à part entière, et c'est un sport très complet, en fait, qui nous apporte autant que tous les sports collectifs ou individuels qu'on peut pratiquer en ville ou chez soi ou à l'extérieur, etc. C'est-à-dire une technique de marche, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et bah par exemple, on sait tous marcher, enfin, à part malheureusement les personnes qui sont handicapées, on est d'accord pour statuer sur le fait qu'on sait tous marcher. On sait tous marcher, on sait tous mettre un pied devant l'autre, on sait tous aller au cinéma, aller au café, aller à la librairie, etc. Mais maintenant, quand on décide de faire une randonnée avec du dénivelé, c'est là où on se rend compte qu'il y a des inégalités. C'est là où on se rend compte que, par exemple, certaines personnes ont plus de mal à marcher que d'autres, dans du dénivelé, dans des passages un petit peu plus techniques. Et moi, c'était le cas au début, lors de mon trek dans les Alpes, lors de la traversée des Alpes, et je me suis rendu compte, à la fin des Alpes, après avoir marché quand même pendant 26 jours tout seul, après avoir parcouru plus de 620 km avec 30 000 mètres de dénivelé positif. 30 000 mètres de dénivelé positif, c'est 5 fois la hauteur de l'Everest. Faire cette traversée des Alpes, c'est comme si on avait augmenté, enfin comme si on avait marché voilà, 5 fois la hauteur de l'Everest, donc c'est quand même pas rien. Et en arrivant à Menton, face à la mer, je me suis rendu compte que j'étais pas fatigué. Je me suis rendu compte que j'avais appris à marcher. Une fois qu'on sait marcher dans les montagnes, on sait marcher n'importe où. Et ce qui est très important, c'est justement après d'intellectualiser cette marche. De se dire pourquoi je marche, pourquoi je mets un pied devant l'autre, pourquoi... Au bout d'un moment, il y a presque quelque chose de méditatif, on se rend même plus compte qu'on marche. On est juste là, bercé au rythme de nos pas, et on est libre, en fait, intellectuellement, on est libre de se plonger dans nos pensées, on oublie un petit peu nos petits tracas du quotidien, et on rentre dans quelque chose de plus secret, de plus profond. C'est comme pour le voyage à vélo en fait. Petit à petit, Exactement. le corps s'habitue, se muscle. Exactement, voilà, de ce même principe, moi je sais faire du vélo, je sais pédaler, mais je serais incapable par exemple de faire, je pense, le Tour de France, dans ce sens-là, où je suis pas encore préparé, où je suis pas encore... j'ai pas les capacités physiques pour faire ça, mais ça s'apprend. Voilà, donc toutes les personnes qui veulent vivre justement cette expérience de marche, et je le recommande à tous nos auditeurs, c'est de vraiment partir et marcher. Il y a énormément de bienfaits pour le corps, mais surtout pour l'âme et pour l'esprit. Là qu'on est sur la partie un peu technique, je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode, Ouais. là où on donne des conseils, et après je te poserai aussi une ou deux petites questions pour finir sur tes aventures. Donc si tu devais donner des idées de randonnée tout public pour découvrir des merveilles naturelles en France, des paysages qu'on ne soupçonnerait pas. Alors, il y en a plusieurs. Alors, je vais en donner 3 pour un niveau, on va dire, un niveau facile, un niveau intermédiaire et un niveau confirmé. Parfait. Alors, pour le niveau facile, ce niveau, il est indexé sur le dénivelé, c'est-à-dire selon s'il va y avoir beaucoup de montées ou beaucoup de descentes. Il n'est pas indexé sur le nombre de kilomètres à parcourir ou la durée totale. Donc en niveau facile, je dirais justement le chemin de Saint-Guilhem, donc qui part de Haumont-Aubrac au sud du Cantal et qui arrive à Saint-Guilhem-le-Désert. Marcher sur le chemin de Saint-Guilhem, c'est comme si on marchait en Mongolie. On traverse déjà les plateaux de l'Aubrac qui sont un vrai vertige horizontal, c'est-à-dire que ce sont des plateaux à perte de vue avec... pour seule architecture des murets de pierre sèche et pour seuls habitants quelques vaches qui vous regardent du coin de l'œil. Donc on traverse ces plateaux d'herbe rase qui sont vraiment magnifiques, vraiment reposants visuellement à voir. Et puis on traverse aussi les forêts des Cévennes
qui sont des forêts très rafraîchissantes, très obscures, avec une faune et une flore vraiment diversifiées. Et puis surtout, on traverse les grands causses, c'est-à-dire en Lozère, le Causse Méjean par exemple, où là on a l'impression d'être complètement catapulté en Mongolie. C'est vraiment des paysages sauvages à perte de vue où il n'y a quasiment aucune habitation. Sur le chemin de Saint-Guilhem, on traversera également les gorges du Tarn, avec des villages emblématiques des gorges du Tarn comme Saint-Édimy, et également aussi un peu plus loin le cirque de Navacelles, voilà, qui est un canyon qui n'a vraiment pas à rougir face au Grand Canyon des États-Unis. Avec une arrivée tout en beauté à Saint-Guilhem-le-Désert, qui est un village typique de l'Hérault et qui est absolument magnifique. Donc ça, c'est pour une première randonnée vraiment facile. Si on veut le faire dans son intégralité, ça prend une dizaine de jours, donc c'est quand même assez engageant, à raison de 25 km par jour. Mais comme c'est assez plat, hormis bien sûr les fractures du cirque de Navacelles et des gorges du Tarn, c'est relativement plat et relativement à la portée de tout le monde pour tous les âges. Ensuite, en numéro 2, pour un niveau intermédiaire, je conseillerais le GR400 qui fait les tours des monts du Cantal. Alors le Cantal, pardon, c'est une région qui est un petit peu sous-estimée, un petit peu sous-cotée, je trouve, en France, et pourtant qui est magnifique. Moi, quand je suis allé dans le Cantal, je m'attendais à voir une région assez vallonnée, avec des vaches trop grasses et qui mangent de l'herbe trop verte. Et finalement, le Cantal, c'est quand même une vraie région montagneuse. Donc attention, avec les vrais risques inhérents à la montagne, aussi bien en hiver qu'en été. On a l'impression parfois d'être soit en Nouvelle-Zélande, en terre du milieu pour les fans du Seigneur des Anneaux. On traverse des vallées très vertes, mais il y a aussi des paysages beaucoup plus rocailleux, beaucoup plus austères, beaucoup plus abrupts. Il y a aussi des vallées, j'en parlais tout à l'heure, mais des vallées verdoyantes, notamment la vallée de la Jordane. Si vous pouvez faire un détour par la cascade du Luc, on a l'impression d'être en Amazonie à ce moment-là, c'est absolument extraordinaire. C'est un GR qui doit faire, je pense, peut-être 100 km, 150 km, quelque chose comme ça. Encore une fois, si on veut le faire dans son intégralité, il faut compter une petite semaine, 4-5 jours, plutôt 5-6 jours. Mais après, comme c'est un chemin en étoile, avec pour centre le Puy-Marie, qui est classé grand site de France, on peut être libre, voilà, de faire juste une petite boucle sur 1 ou 2 jours, etc. C'est une très bonne randonnée, mais niveau intermédiaire, parce que voilà, on est quand même en montagne, donc avec les risques de la montagne, et puis surtout il y a du dénivelé, voilà. Et donc en été, couvrez-vous bien, il faut mettre de la crème solaire parce que le soleil ne pardonne pas là-bas, et en hiver, il y a des risques d'avalanche, des risques de tempêtes de neige, etc., etc. Et en dernier niveau, alors ça s'adresse plutôt à celles et ceux qui ont déjà un petit niveau en trek, en randonnée, mais je vais dire la traversée des Alpes. Donc là, le GR5, ce qu'il faut savoir, c'est que le GR5, il part de Hollande. Il part de Hollande et il arrive à Menton. En fait, la portion du GR5 que j'ai fait, la traversée des Alpes, c'est juste la dernière portion. Mais ce GR5, donc il part de Hollande, il passe par la Belgique, et ensuite il arrive dans le nord de la France, et il fait presque tous les massifs français, de l'Est, les Vosges du Nord, les Vosges du Sud. Ensuite on arrive en pays Montbéliard, puis il y a le Jura, et après le Jura, il y a bien sûr les Alpes, avec les différentes Alpes, le Beaufortin, le Queyras, le Mercantour, etc. Donc ça, voilà, ça c'est assez long quand même à faire. Moi je m'étais lancé là-dessus sans trop d'expérience, je suis assez sportif mais j'avais jamais fait de trek de ma vie avant. Pour se lancer là-dessus, voilà, il faut quand même avoir une bonne condition physique, mais encore une fois c'est possible, on n'est pas obligé de le faire en entier, c'est possible de le tronçonner par petits morceaux. Et puis sinon, en autre randonnée un petit peu difficile, au long cours comme ça, il y a la traversée des Pyrénées via le GR10 qui est magnifique. Là attention, on est bien plus supérieur comme durée que la traversée des Alpes. On parle de plus de 800 km de traversée des Pyrénées. Il faut compter à peu près 30 jours de traversée. Là encore, avec possibilité de segmenter notre randonnée. Il y a aussi le GR20 qui est réputé comme étant l'un des chemins de randonnée les plus difficiles d'Europe. Enfin voilà, il y a de quoi faire en France pour tous les niveaux et pour celles et ceux, voilà, qui ont soif d'aventure et de dépaysement. Merci.
Et est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui souhaitent explorer la France, voyager en France, sans parler de faire une aventure comme tu fais, mais voilà, qui souhaitent voyager en France, mais de manière plus authentique, plus durable, s'éloigner un petit peu des sites les plus touristiques? Bien sûr, bah alors le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est déjà d'être curieux, d'être curieuse, et de s'intéresser un petit peu déjà à la région qu'ils ont envie d'explorer. Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs vacances? Est-ce que ça va être quelque chose de très nature? Est-ce que ça va être plutôt quelque chose d'assez culturel? Voilà, là il y a des thèmes justement à définir avant de partir. Et puis alors ensuite, pour un rapport plus durable, plus respectueux de l'environnement, eh ben, je leur conseillerais tout simplement de privilégier des moyens de transport plutôt écologiques, qui ont une empreinte carbone plus faible que l'avion. Donc par exemple, s'ils ont besoin de se rendre à une région assez éloignée de leur région de résidence, eh ben, de privilégier le train, tout simplement. Mais ils peuvent très bien aussi décider, par exemple, d'y aller en vélo. Parce que bien souvent, ce qu'on oublie, c'est que aujourd'hui, on consomme le voyage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la destination qui compte. On oublie là-dedans toute l'essence du voyage. C'est-à-dire que il n'y a plus la notion aventureuse, comment dire, on profite plus du trajet. Voilà, c'est ça. Mettons par exemple, et ça je devrais me l'appliquer à moi-même, mettons par exemple que demain j'ai envie d'aller faire une randonnée dans le Pays Basque. Bah, plutôt que d'y aller en train depuis Paris et que ça me prenne 4 heures, et bah, je vais décider d'y aller en vélo. Voilà, et à ce moment-là, là, ça prend une dimension complètement différente. Là, ça prend une vraie dimension d'aventure parce qu'il il va y avoir des rencontres, il va y avoir du dépaysement. Je vais y aller de manière beaucoup plus lente, donc je vais forcément être plus immergé dans les paysages que je traverse. Alors, je suis d'accord, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est ça que je veux essayer d'expliquer, c'est que si vraiment on veut faire du voyage avec un bilan carbone proche de zéro, à ce moment-là, jouons-la vraiment comme une aventure. Partons en vélo, partons à pied sur la destination de nos vacances. Et puis une fois qu'on est sur la destination de nos vacances, eh ben, essayons de privilégier justement des activités qui sont elles aussi plus durables. Par exemple, si on veut découvrir les châteaux de la Loire, bah, plutôt que de prendre sa voiture, découvrons-les en vélo ou découvrons-les en canoë au fur et à mesure au fil de la Loire. Voilà, donc c'est tous ces petits conseils-là que je pourrais vous donner, voilà, pour une aventure plus durable et qui sera, j'en suis sûr, beaucoup plus enrichissante que si on était uniquement catapulté sur notre destination de vacances. Oui, donc ne pas avoir peur de prendre le temps et d'y aller lentement. Exactement, exactement. C'est très important dans notre société qui va toujours plus vite. C'est très important de prendre le temps, justement. Prenez le temps. Si je te demande le souvenir d'aventure qui t'a le plus marqué. Alors il y en a énormément et je pense qu'en choisir un, ça serait encore une fois établir une hiérarchie entre les autres. Ils se valent tous et ils sont tous excellents. Alors je vais peut-être en dire deux ou trois, mais de manière très très rapide. Mais là, ce qui me revient, par exemple, j'ai gravi le Mont Blanc l'an dernier. Je crois l'effort le plus dur physiquement que j'ai pu faire de ma vie. Mais on est tellement récompensé quand on est au sommet du Mont Blanc, c'est-à-dire que normalement l'ascension se fait en 3 jours, 2 jours si on est assez sportif. Et donc moi le premier jour, donc je suis arrivé jusqu'au refuge du goûter, à un peu plus presque un peu moins de 4000 mètres il me semble, je sais plus à quelle altitude il est situé. Et en fait on repart dans la nuit du refuge pour atteindre le Mont Blanc le plus tôt possible le matin. Pourquoi on fait ça? Parce que les conditions en montagne changent très vite l'après-midi. Donc c'est primordial de le faire par basse température au moment où la neige n'est pas encore trop meuble. Donc on part dans la nuit en fait. Moi je suis parti pour atteindre le sommet du Mont Blanc vers 2h, 3h du matin. Et donc on marche de nuit. C'est une nuit très obscure. La lune est quasiment inexistante. Il n'y a quasiment rien qui est éclairé. On voit juste 1 mètre devant nous éclairé par la lumière de la frontale. Il est 3h du matin, donc forcément on n'a aucune envie de parler, tout le monde est silencieux, on entend juste le crissement des pas dans la neige. C'est quelque chose de très, comment dire, c'est hypnotisant quoi, on réfléchit pas trop, on est un peu dans un état de somnolence. Et puis d'un coup il commence à y avoir un petit peu de vent, on regarde, on relève la tête et puis on s'aperçoit en fait qu'il y a une lumière un petit peu violacée, un peu mauve qui surgit des ténèbres. Et à ce moment-là, on se dit que ça y est, le jour commence à se lever. Et ce qui est génial, c'est que
on continue cette ascension au fur et à mesure que le jour se lève. Plus on se rapproche du Mont Blanc, plus le soleil se lève. Et quand les premiers rayons du soleil percent à travers l'horizon, à travers un dégradé qui va du noir au violet, au jaune, au bleu turquoise, au vert, enfin c'est magnifique. Quand les premiers rayons du soleil tapent le sommet des montagnes, à ce moment-là, il y a quelque chose de très libérateur. On se dit, ça y est, on y arrive enfin, on va enfin être réchauffé, on va enfin être récompensé pour cet effort dans l'obscurité. Et je me rappelle être arrivé au sommet du Mont Blanc aux alentours de 6h50, 6h55. Le soleil était déjà bien levé. Et à ce moment-là, être presque sur le toit de l'Europe et de pouvoir contempler à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à la ronde toute la France, mais aussi bien sûr l'Italie, la Suisse, etc., éclairée par le soleil, à ce moment-là, là, il y a un vrai sentiment d'accomplissement et de sérénité qui se dégage. Ouais, c'est vraiment... Je pense, voilà, finalement, j'ai juste raconté un lever de soleil, mais c'est un lever de soleil qui était assez marquant quand même. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour la suite, que ce soit en termes de destination, comme de type de contenu que tu prévois de développer? Alors, comme projet de destination, il me manque encore... je connais encore très mal les Pyrénées. Les Pyrénées, je les ai visitées de manière très ponctuelle et j'aimerais bien pouvoir les découvrir en profondeur, donc c'est-à-dire partir justement sur le GR10 pour faire la traversée des Pyrénées. Mais voilà, il faut que je me bloque facilement un mois pour faire ça, donc voilà, c'est quand même assez demandeur en temps. J'ai de moins en moins de temps en ce moment, malheureusement, donc c'est un projet, je ne sais pas quand est-ce que ça verra le jour, mais c'est quelque chose que je ferai forcément. Et puis il me reste encore pas mal de régions à découvrir en France. Une fois que j'estimerai avoir découvert suffisamment de mon pays, peut-être qu'à ce moment-là, j'irai découvrir les DOM-TOM, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, mais aussi la Guyane. Voilà, après, il y a les territoires d'outre-mer, donc la Nouvelle-Calédonie, il y a toute la Polynésie française qui sont quand même magnifiques et qui appartiennent à la France réellement, avec encore une fois d'autres cultures à découvrir. Et puis après ça, moi, un projet que j'aimerais beaucoup faire, c'est me rendre dans les terres australes françaises, en Terre Adélie, sur les îles Kerguelen, qui sont vraiment des îles de désolation aux portes de l'Antarctique. Et si jamais j'avais l'occasion de traverser ces îles qui sont aussi françaises, par exemple, que la Corse, et ben, j'en serais très heureux. Donc j'ai tout ça là comme idée de destination. Maintenant, comme idée de contenu sur les réseaux. Alors voilà, j'ai les réseaux et puis j'ai aussi mon émission sur Canal+. Moi, mon objectif professionnel, c'est de mettre toujours plus en avant le patrimoine naturel français. Donc pour ça, je peux le faire évidemment par les réseaux, mais j'aimerais beaucoup arriver à faire d'autres émissions à la télévision, sur d'autres chaînes. Et idéalement, mon rêve ultime, mon accomplissement professionnel ultime, ça serait d'arriver à faire de très beaux documentaires qui soient diffusés en salle au cinéma. Voilà. Il y en a très peu, mais on sait très bien en faire. Par exemple, La Panthère des Neiges qui a été récompensée l'an dernier par le César du meilleur documentaire. La Panthère des Neiges, ça raconte l'histoire de Vincent Munier, qui est un photographe que je respecte énormément, qui est parti photographier la Panthère des Neiges dans l'Himalaya, un animal très rare, très craintif. Et pour parfaire cette mission qui est déjà très poétique et très parfaite, et il est parti justement avec Sylvain Tesson, qui l'a accompagné, et ensemble, ils en ont fait un film. C'est d'ailleurs la femme, Marie Munier, qui a réalisé ce film extraordinaire. Et voilà, c'est un film que je vous conseillerais, vraiment, La Panthère des Neiges, de regarder. Parce que voilà, c'est un film très contemplatif, assez lent. Faut pas avoir peur de s'ennuyer, mais c'est bien, il faut regarder du contenu un petit peu plus méditatif, un petit peu plus lent. Ça fait du bien aujourd'hui. Et donc voilà, si je pouvais réussir un jour à faire ce genre de film, mais en restant en France, pas forcément en allant chercher la Panthère des Neiges, mais en allant par exemple chercher les ours des Pyrénées ou chercher les loups du Mercantour, j'en serais très heureux. Voilà, si jamais il y a des producteurs de cinéma qui m'écoutent, eh bien contactez-moi. Le message est passé, parfait. Pour finir, la dernière question, c'est toujours la même. Est-ce que tu as un message à faire passer ou une dernière anecdote à raconter? Voilà, c'est le moment libre de la fin. Si j'ai un message à vous faire passer, mettons que par exemple vous avez envie
de partir à l'aventure en France, mais vous savez pas comment faire. Vous êtes un peu frileux, vous êtes un peu frileuse, vous savez pas trop comment vous y prendre, vous savez pas trop quelle durée partir, vous avez envie de vivre des aventures, mais vous avez peur de l'inconnu, vous savez pas si vous allez être capable de réussir. Et ben, le seul conseil que je peux vous donner, c'est justement d'arrêter de vous poser toutes ces questions et de vous lancer. Il faut pas trop réfléchir pour se lancer à l'aventure. L'aventure, si elle est trop planifiée, si elle est trop réfléchie, c'est plus une aventure, c'est juste un voyage touristique. Si vous avez envie de partir à l'aventure en France, le meilleur moyen, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est faites votre sac à dos, mettez vos chaussures et partez. Voilà. Et j'irai pas plus loin parce que ça serait rajouter des conseils aux conseils. Faites votre sac, mettez vos chaussures et partez. Parfait. Bon, on va conclure sur ça. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui derrière le micro du verre à moitié plein pour nous raconter toutes tes aventures. Et puis ça fait du bien aussi d'entendre se vanter des paysages et des cultures qu'on a en France et de se dire que l'herbe n'est pas finalement toujours plus verte ailleurs. Exactement, c'est très important. Mettons-le en valeur. On a un pays magnifique, mettons-le en valeur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, Elise. À bientôt. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.